Il faut sauver la planète, vous l'entendez partout, surtout à l'occasion de la COP21, la conférence mondiale pour le climat qui se déroule en ce moment. Mais alors, comment on fait pour sauver la planète? On peut faire des petits gestes, chacun de son côté, bien sûr, mais vous pouvez aussi en faire votre métier. À l'occasion de nos rendez-vous avec Job IRL, le premier réseau social professionnel pour l'orientation des 14-25 ans, ce mois-ci, on s'intéresse au métier de l'environnement. Alors, l'environnement, c'est large, vous allez me dire. Comment on va le définir? Avec nos deux invités qui sont aujourd'hui présents. Nous avons Valérie David, bonjour. Vous êtes directrice du développement durable du groupe Eiffage. Absolument. Développement durable qu'il faudra définir aussi, puisqu'on entend souvent parler dans les entreprises. Et vous êtes avec Éloi Grandboulin, bonjour. Bonsoir. Vous êtes ingénieur de l'eau chez Suez. Ça veut dire que vous allez donner de la qualité à cette eau. En gros. On va définir ensemble vos métiers et puis tous ceux avec qui vous travaillez. Vous allez aussi répondre aux questions des internautes qui nous sont déjà arrivées sur l'étudiant.fr, qui vont continuer d'arriver. Vous pouvez poser vos questions maintenant avec l'espace qui vous est réservé sous la vidéo ou bien sur Twitter avec le hashtag #chateco, C-H-A-T-E-C-O. C'est tout simple, il est inscrit en bas de votre écran. Envoyez vos questions et Valérie et Éloi vont vous répondre. C'est ça qui est formidable. On va commencer avec une question, la plus importante. C'est quoi votre métier, Valérie? Alors, mon métier, c'est vrai que directeur développement durable, on s'imagine que je suis surtout là pour faire des conférences et écrire le rapport annuel de développement durable du groupe. Bon, ça représente très peu de jours dans l'année. En fait, mon métier, c'est principalement d'organiser, pardon pour le terme stratégie, il peut paraître un peu prétentieux, mais d'organiser la stratégie du groupe, qui est un groupe de bâtiments et de travaux publics, pour maîtriser nos risques du point de vue de l'atteinte à l'environnement, puisque nos métiers peuvent avoir un impact sur l'environnement. Et deuxièmement, organiser nos avantages concurrentiels par rapport à d'autres grands noms et par rapport à une concurrence asiatique à très bas coût, en montrant que nous travaillons dans un total respect de l'environnement. Voilà. L'idée, c'est pas juste de se donner bonne conscience comme on pourrait le croire en ce moment avec l'environnement. C'est de se dire, on va réfléchir, on va être intelligent dans nos constructions, nos réhabilitations. Alors, l'objectif, c'est de considérer que justement, le bâtiment et les travaux publics sont impactants pour l'environnement, mais ils sont également un vivier de solutions du point de vue des bâtiments énergie positive, donc toute la partie énergétique, mais pas seulement. Également du point de vue du fonctionnement de la ville, dans une approche intégrée du développement durable urbain, c'est-à-dire les écomobilités décarbonées, la gestion responsable de l'eau, la valorisation énergétique des déchets, la réintroduction de la nature en ville, la construction durable en analyse du cycle de vie, c'est-à-dire pas uniquement l'énergie, mais aussi quel type de matériaux, quels usages pour mon bâtiment, considérant que nous devons aujourd'hui construire et faire fonctionner la ville avec une responsabilité maximale en termes de pression sur les ressources naturelles, en eau, en air, en matériaux et en foncier. On arrête de faire comme on a fait avant et que certains autres pays, vous avez nommé l'Asie notamment pour avoir des coûts réduits, ont fait et continuent de faire, c'est-à-dire tout détruire pour construire. Non, on réfléchit à comment on peut optimiser les solutions de ce qu'on a déjà à disposition. Ça nécessite aussi une vision très globale, c'est-à-dire que bien sûr l'environnement, ce sont des métiers très sérieux, mais il n'empêche que quand vous travaillez sur certains sujets, vous ne pouvez pas travailler que sur l'eau. Vous travaillez sur l'eau, mais aussi sur la préservation des champs captants, la préservation des bassins versants, les usages que les gens vont faire de l'eau, la d'épuration en bout de chaîne. C'est pareil avec les déchets. Si vous voulez travailler sur l'allègement de l'empreinte environnementale du point de vue des déchets, vous allez devoir travailler aussi bien sur les points d'apport volontaires, sur la rotation des camions, quel type de camion et comment pour aller chercher les déchets dans ces points d'apport volontaires jusqu'à les centres de tri, jusqu'au centre de tri sélectif, et puis la valorisation énergétique selon quel mode, biogaz, qu'est-ce qu'on en fait ensuite, est-ce que je peux faire du biocompost, etc. C'est-à-dire que c'est toute la filière à chaque fois qu'il faut envisager pour essayer de limiter notre prédation sur les ressources naturelles et puis voire même engager ce que nous appelons la réversibilité des activités humaines, c'est-à-dire être capable de dépolluer, être capable de rendre un territoire qui a été anthropisé, c'est-à-dire qui a subi des impacts dus à des activités humaines, eh bien de le rendre résilient, de le dépolluer, jusqu'à ce qu'il puisse de lui-même être rendu à la nature et rendre à nouveau les services écologiques gratuits qu'il peut rendre à l'homme. Donc vous organisez tout ça, tous ces métiers-là, on va voir tous les différents métiers avec lesquels vous travaillez. En gros, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer dans toute l'année. Il y a beaucoup à faire et on travaille avec les opérationnels. Ça, je tiens vraiment à le dire, c'est hyper important. Les métiers de l'environnement sont des métiers opérationnels, des métiers sur le terrain, des métiers concrets. On voit l'impact de son travail assez vite sur le terrain.
Éloi, c'est pareil pour vous. Vous n'avez non seulement pas le temps de vous ennuyer, vous voyez tout de suite l'impact. Alors, plus spécifiquement sur le côté eau, mais j'imagine que ça travaille avec beaucoup de parties. Alors, le groupe Suez travaille effectivement dans 2 domaines principaux, l'eau et les déchets. Et mon métier au jour le jour, c'est de diriger une petite entité du groupe qui fabrique des stations de traitement d'eau potable préfabriquées à destination des pays en développement. Donc principalement l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Et alors, vous travaillez avec quels différents corps de métier? On a vu, Valérie, ça va jusqu'au conducteur de camions. Vous, dans ces différents échanges, vous travaillez avec qui? Pas que des ingénieurs, j'imagine, mais aussi? Non, aussi, il y a une composante technique qui est assez forte. Donc on a un certain nombre de métiers qui vont de la conception des unités qu'on va fabriquer, la fabrication des unités, le suivi de la fabrication, le pilotage de ces projets qui ne sont pas forcément simples. On intervient dans de nombreux pays. Et puis ensuite, l'installation de ces unités sur place, leur intégration dans l'environnement et le fait de faire en sorte que l'exploitant, celui qui va faire tourner la station de traitement, puisse le faire au mieux. Donc souvent des clients publics de pays d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est. On commence les questions des internautes en même temps qu'on va continuer cette discussion, puisque Mbélé, elle se pose cette question justement de pouvoir aller travailler en Afrique pour prendre soin à la fois de la nature et de la population. C'est un petit peu ce que vous nous avez dit, on n'est pas juste sur le côté nature, on prend en compte aussi les gens qui interagissent, que ce soit ceux qui travaillent ou ceux qui y vivent. Comment elle peut réussir à trouver ce bon métier? Elle n'a pas forcément encore l'idée. Alors moi je rappellerai 2 choses. D'un point de vue concret, un des enjeux très forts de l'environnement, il est autour de la ville. La population urbaine en Afrique va doubler d'ici 2050. Et donc tous ces flux de ressources entrant et sortant de la ville, il va falloir les gérer. Et ça, c'est en partie le métier de Suez Environnement. Ça, c'est de Suez, pardon. C'est la première partie. La deuxième partie, de façon très concrète, moi j'ai commencé ma carrière dans le groupe par un VIE, volontariat international en entreprise. Absolument. Et donc ça peut être une possibilité de concrètement dans un futur proche, de suivre cette... De découvrir un petit peu, parce qu'on avait aussi une question qui nous disait, est-ce qu'on peut commencer par le monde associatif pour commencer à se professionnaliser, pour voir un petit peu ce qu'il en est et puis décider si on en fait son métier ou pas. Vous voyez souvent arriver ce genre de profil chez vous? On peut voir arriver ce genre de profil. Moi j'ai... alors là c'est plutôt une approche très concrète. Moi j'ai un de mes collaborateurs qui est responsable de projet et qui était avant dans une association justement tourné autour de l'accès à l'eau pour tous, l'accès à l'eau potable pour tous. Donc ça lui a permis de découvrir ce projet. Ensuite, il s'est dit, tiens, je vais vraiment faire mon métier au quotidien. Il vous a rejoint? Tout à fait. Alors c'est quelqu'un qui venait déjà de ce domaine-là, dans l'urbanisme, toujours dans l'environnement, en Colombie, et qui est passé donc, dans les projets eau côté associatif, et maintenant dans les projets eau côté Suez. On voit justement par rapport à... On parle de la COP21, si on se retrouve aujourd'hui, c'est aussi pour ça, parce que pendant 12 jours, on parle que de ça, on parle d'environnement, on nous dit il faut sauver la planète. Aujourd'hui, vous arrivez avec des solutions concrètes, et j'ai l'impression que c'est presque pas forcément ce qu'on entend de la part de la diplomatie, c'est pas les mêmes gestes. Du coup, c'est quoi l'environnement exactement? Comment on le définit à la fois pour les chefs d'État, mais pour nous au quotidien? L'environnement, c'est le milieu dans lequel on vit et avec lequel on interagit en permanence. Et l'ensemble de toutes les ressources, que ce soit des ressources en termes de milieu naturel ou des ressources telles que l'eau, l'air, les matériaux qu'on extrait du sol, la biomasse, etc. Donc c'est à la fois le milieu dans lequel on vit, mais aussi les interactions. Vous avez parlé de COP21. Nous, on est très contents, en tant que militants de la cause, si je puis dire, qu'on parle de la planète. Ouais. Mais c'est vrai que la COP21, c'est d'abord une négociation internationale au niveau gouvernemental, États, ouais. et que les gens peuvent se sentir un petit peu perdus. Parce qu'il y a des héros du climat qui sont totalement inconnus. Les héros du climat en plus. Et quotidiens. Moi, j'en ai rencontré la semaine dernière. J'étais au Sénégal, et d'ailleurs, ça reboucle avec la question de votre... De Mbélé, voilà, tout à fait, où j'ai inauguré un écoparc qu'on a soutenu, nous, FH, mais c'était du mécénat. Ceci dit, cet écoparc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il permet à la fois de protéger la forêt africaine, il permet d'y étudier les plantes qui sont aujourd'hui méconnues et qui ont, de par la pharmacopée traditionnelle, des vertus médicinales importantes qui peuvent être étudiées et qui, en plus, ont créé de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des étudiants botanistes de l'université de Ziguinchor qui n'avaient pas trouvé de travail et qui, là, sont employés dans l'écoparc, qui, en plus, proposent
propose un écolodge à la fois pour les scientifiques et aussi pour quelques touristes qui veulent un peu d'un tourisme différent de ce que propose l'hôtellerie classique, dirons-nous. Et tout ça est à la jonction de la préoccupation environnementale, j'y reviens pas, de la préoccupation sociale, puisqu'on a créé de l'emploi pour des gens, des locaux qui n'en avaient pas trouvé dans le domaine environnemental, et puis de la préoccupation économique, puisque cet écoparc est arrivé à l'équilibre. Donc voilà un exemple très concret à l'intersection des 3 piliers classiques, nommément donc environnemental, économique et social du développement durable. Et tout ça, ça se mélange au quotidien, vous l'avez dit. Pareil pour vous, Éloi, c'est finalement... La limite, elle est ténue entre l'environnement, tel qu'on pourrait le considérer comme un secteur professionnel, mais finalement, avec tous ceux avec quoi il interagit économiquement, socialement, vous le voyez aussi au quotidien, vous prenez ça en compte dans vos projets. Alors tout à fait, je pense que c'est l'impact de la vie d'homme dans laquelle il a besoin de puiser dans les ressources pour se chauffer, manger, il y a un certain nombre de pratiques, se mouvoir, prendre les transports, etc. etc. Et c'est effectivement... L'axe Suez est concentré sur 2 métiers en particulier, l'eau, donc en amont, celle qu'on va consommer et celle qui va être rejetée dans l'environnement par nous et aussi par les industries, et puis toute la partie déchets avec un volet donc de le classer, le récolter, le trier, le traiter, le valoriser et en refaire de la matière première dans une dynamique d'avoir une ressource qui soit la plus circulaire possible. Et c'est la réponse qu'on doit apporter à cet enjeu des ressources, de la ressource qui se raréfie. Et qui joue au quotidien sur nous, en tant qu'humains, en tant que citoyens, tout simplement. Si le mot il est un peu fort, voilà, il est en tout cas lancé. Comme vous le dites, quand on va jeter nos poubelles, il faut réfléchir un petit peu aussi, c'est-à-dire le tri, c'est important, savoir à quelle heure passe le récoltant, et même si c'est à 5h du matin et qu'il fait du bruit en bas de chez nous avec son alarme, c'est aussi parce que finalement, il est moins coincé dans les bouchons qu'à 10h ou ce genre de choses. C'est des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément au quotidien. Valérie, ouais. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous venez de parler de la récolte des déchets. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de trouver des solutions qui ne sont pas forcément a priori purement environnementales, mais qui vont systématiquement avoir des impacts bénéfiques pour l'environnement. Positif. Je vais vous donner un exemple. Là, on travaille beaucoup sur un projet de mobilité qui est assez connu en Amérique latine, mais qui est peu pratiqué en Europe. C'est le câble urbain aérien, parce qu'on est sur une propulsion électromécanique robuste, sans aucune émission de gaz à effet de serre, et qui permet d'investir la dimension aérienne de la ville et de libérer une emprise foncière au sol. Donc on voit très bien qu'on a répondu à un souci, on essaie de répondre à un souci d'écomobilité pour limiter la congestion de la ville, mais qu'en même temps, ça va permettre aussi la nuit, puisqu'on est sur des transports très silencieux, de transporter des déchets dans des bennes qui sont adaptées, et aussi de libérer une emprise foncière au sol pour faire des pistes cyclables en dessous, du maraîchage de consommation courante, ou que sais-je encore. Et donc là, on est dans une analyse qu'on appelle systémique du développement durable urbain, donc de l'environnement. C'est une solution d'écomobilité, certes, mais elle va servir à tout un tas de choses, à tout un tas d'usages qui vont concourir à alléger l'empreinte environnementale de la ville. Alors, c'est une des questions qui nous a été posée. On va prendre cet exemple-là. Quels sont les différents métiers qui interviennent de la réflexion de ce projet jusqu'à son aboutissement? Urbanistes, architectes, ils sont partie prenante, des ingénieurs peut-être aussi, je ne sais pas, qui jouent dans tout ça? Si on prend l'exemple du câble urbain, vous allez déjà avoir des urbanistes. Vous allez avoir ce qu'on appelle, excusez-moi, le terme va vous faire peur, des spécialistes de l'économie cognitive des transports. Ça fait très peur. Ça fait très peur. C'est-à-dire qu'il va y avoir une dimension sociologique, notamment parce que le public n'est pas acculturé à une utilisation du câble urbain ailleurs qu'en montagne. Alors que ça veut dire que ça, par exemple, ça va être des personnes qui ne sont pas forcément hyper formées en environnement, plus en économie, voilà, mais qui viennent jouer dans votre secteur. Sociologie, urbanisme, et qui vont absolument nous être indispensables, parce que vous ne pouvez pas laisser un ingénieur seul traiter un sujet d'écomobilité qui est hautement, par définition, sociologique. Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent votre offre de transport, il faut qu'ils l'acceptent, et sinon, ils vont vous faire des recours, vous allez avoir des associations de défense de ceci ou de cela, et votre projet, de toute façon, il avortera. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir, de décloisonner les métiers du BTP en adjoignant. Ça se dit, ça, en ajoutant les compétences et de façon croisée des sciences humaines et des sciences sociales. Et donc, pour éviter de ne réfléchir qu'entre ingénieurs,
en ayant systématiquement une multiplicité de disciplines qui soient représentées pour essayer le mieux possible d'assumer la conduite du changement dans le respect de l'environnement. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers qui se développent dans vos deux secteurs. Pour vous, Éloi, vous voyez soit de nouveaux métiers, soit des métiers qui changent et qui se mettent à devenir, on va dire, verts, hein, même si l'étiquette elle est un peu large, mais qui prennent en compte l'environnement. Et il y a 10 ans, peut-être, il n'y avait pas cette notion. Les métiers, ils changent. Il y a deux volets. Il y a l'aspect très concret de métiers qui hier n'étaient pas rangés dans la catégorie environnement et qui aujourd'hui le sont. Parce que nous, il y a des techniciens de maintenance, par exemple, sur des stations de traitement qui, il y a 20 ans, par exemple, on n'appelait pas ça de l'environnement. Aujourd'hui, c'est de l'environnement. Et puis, il y a des solutions techniques et des métiers qui sont les métiers de demain. Je pense au traitement de l'air. Aujourd'hui, il y a relativement peu de choses qui sont faites. Il y a certainement des nouveaux métiers associés à ça. On voit beaucoup de start-up, de jeunes entreprises. Il y a beaucoup de recherches sur des solutions techniques qui pourraient être des solutions pour demain arriver à la circularité dont on parlait tout à l'heure et qui sont effectivement des métiers qui n'existaient pas auparavant. Ça répond un peu à la question de visiteurs et on la prolonge. Est-ce qu'il faut forcément être ingénieur du coup pour tout ça? On le voit que non. On peut faire autre chose. Dans mon équipe, j'ai 22 personnes dans mon équipe. J'ai bien sûr des ingénieurs, mais j'ai aussi des gens qui ont fait Sciences Po, des gens qui ont fait de l'urbanisme, des gens qui ont fait du management, des gens qui sont ce qu'on appelle des project managers, c'est-à-dire qui vont être capables justement d'associer des compétences et des expertises d'ingénieurs au service d'un projet complexe, global, qui nécessite d'avoir une vision un peu transversale. Donc là, clairement, je ne prends pas forcément un ingénieur comme project manager. Et du coup, la question qui suit, c'est est-ce que ça vaut le coup de débourser 5 000 € par an pour une école d'ingénieur? Peut-être oui, peut-être oui aussi. Voilà, exactement. Non, mais parce que ça, c'est un volet, mais on aura toujours besoin aussi des ingénieurs, de gens qui sont hyper formés à ces solutions. Alors des ingénieurs, en tout cas des techniciens, des gens qui ont un savoir technique, je crois qu'effectivement, c'est le premier besoin, celui qui semble le plus évident. Et par contre, il y a beaucoup de métiers qui vont autour aussi du métier central, qui peut être la maintenance, la construction, qui sont, il faut savoir compter, il y a des comptables, des financiers, il faut communiquer sur ce qu'on fait bien, des communicants, tout un tas de métiers périphériques, entre guillemets, au métier central, mais qui vont apporter et qui vont travailler effectivement dans le secteur de l'environnement. Je voudrais réagir à ce que vient de dire Éloi. Il a entièrement raison. On a parlé de finance à l'instant. Sachez que vous pouvez faire de la finance environnementale. Aujourd'hui, il y a un sujet qui se développe dans les entreprises, c'est que les directions de l'environnement ou les directions de développement durable, je parle surtout de métiers comme les nôtres, parce que Éloi travaille dans une entreprise dont c'est le cœur de métier de l'environnement. Donc c'est un petit peu différent. Mais nous sommes... C'est pas votre définition première au départ. Non, c'est pas de la définition première. Ça pénètre maintenant le cœur de métier. Mais on est encore considéré comme un centre de coût. On dit, oui, eux, c'est pas une unité qui gagne de l'argent. Ils sont là pour nous dire, il faut faire ci, il faut respecter ça, voilà la réglementation, etc. Donc on est en train de sortir ce modèle, comme je disais tout à l'heure, pour devenir concurrentiel en disant, parce qu'on vous a apporté des solutions environnementales pertinentes et innovantes, eh bien vous avez gagné cet appel d'offres. Et donc, on a démontré notre valeur ajoutée. Sauf que dans la comptabilité analytique classique, ça n'apparaît pas. Donc aujourd'hui, vous apparaissez comme un centre de coût. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises dont nous faisons partie qui commencent à innover avec leurs commissaires aux comptes et avec leurs comptables pour mettre en place ce qu'on appelle une comptabilité environnementale qui va permettre de faire apparaître les investissements environnementaux comme étant contributeurs à des bénéfices. Parce que souvent, bien évidemment, une boîte va voir ce que ça coûte, ce que ça rapporte, exactement. Et point barre. Voilà, c'est pour sortir de cette logique un peu binaire, où finalement, dans ce cas-là, si vous avez accueilli un étudiant en stage, ça a été un coût, alors qu'en fait, cet étudiant en stage, vous allez peut-être le recruter dans 2 ans, et vous avez contribué à lui faire découvrir et votre entreprise et ce métier, et c'est peut-être... voilà. Donc, ce qui est de la valeur ajoutée, qui n'est pas directement traduite en monnaie sonnante et trébuchante, malheureusement, ça apparaît comme un coût. Donc c'est pour sortir de cette logique, et donc même les métiers de la finance, aujourd'hui, s'intéressent à l'environnement. Ces métiers de l'environnement sont-ils bien payés, puisqu'on parle d'argent? Et ça, c'est inévitable quand on est dans un chat de l'étudiant. Et à un moment, on a besoin de savoir si je me lance dans des études, et si je me lance dans le métier, est-ce que ça va bien payer? Est-ce que ça va déjà embaucher? Ça, ce serait un petit appendice. Je pense que c'est des métiers qui sont clairement en forte croissance et qui sont appelés à croître à l'avenir. Est-ce que c'est bien payé? Je dirais que c'est payé normalement. C'est payé comme un autre secteur, Est-ce que c'est mieux payé que le secteur bancaire, par exemple? Certainement pas. Mais c'est probablement payé pareil que le secteur de la construction,
ou d'autres secteurs de ce type. Vous aviez une troisième question dont j'ai oublié à laquelle je voulais répondre. C'était est-ce que c'est bien payé? Et moi je disais, qu'est-ce que je disais? Mais bravo, parce que même moi j'ai oublié ce que je disais. Parfait, c'est formidable. Écoutez, on passe à la suite quand c'est comme ça, puisque si on ne s'en souvient pas, vous pouvez mettre le replay et bien nous foutre la honte. Citez-nous des métiers auxquels on ne penserait pas quand on parle d'environnement, pour qu'on ait une idée de la palette, nous demande Cédric. C'est un peu ce qu'on a dit. Oui. Même un juriste, par exemple, il peut être juriste environnementaliste. Ah bah absolument. Oui, ça, c'est assez fou. Le code de l'environnement a été multiplié par 2 depuis 1992. Donc j'aime autant vous dire que c'est un code extrêmement complexe. Et oui, il y a des juristes spécialisés en environnement. Il y a des avocats, des cabinets d'avocats spécialisés en environnement. Et on en a besoin. On en a besoin pour, bien évidemment, nous prémunir des risques. Aujourd'hui, la réglementation environnementale s'est elle aussi alourdie. C'est vrai qu'on ne tolère plus le moindre écart en matière environnementale. Et c'est très bien, j'en suis ravie. Mais du coup, ça a généré quand même quelques traumatismes. Aujourd'hui sur un chantier. Des fois, on fait mal sans le savoir aussi. Oui, je vais vous donner un exemple très, très simplement. Vous avez un chantier dans une zone inondable ou dans une zone qui est irriguée par un certain nombre de rivières ou de petits ruisseaux. Si vous avez 3 épisodes orageux dans la semaine, vous êtes quasiment sûr que vos bassins de décantation vont déborder et que vous allez avoir un PV de la police de l'eau. Voilà. Donc ça veut dire que là, voilà. Alors quels sont les métiers impactés? Alors voilà, question, quels sont les métiers impactés? Tous. Les métiers impactés, c'est à la fois le juriste qui va devoir traiter le problème, c'est aussi le chef de chantier, le conducteur de chantier qui va devoir redimensionner son bassin de décantation. C'est aussi celui qui va être obligé d'aller installer les systèmes d'assainissement provisoire pour réparer ce qui a été déversé dans le ruisseau. Voilà. Donc voilà, un petit incident, même mineur, va générer toute la mise en route de différents métiers qui, il y a peut-être encore 15 ans, n'étaient pas intégrés dans l'entreprise. Et du point de vue d'une entreprise comme la nôtre, dont le positionnement, enfin l'environnement est le cœur de métier, tous les métiers du service et de la construction sont représentés dans nos métiers. Donc il y a effectivement des juristes, il y a des gens qui sont sur les chantiers, il y a des gens qui ramassent les poubelles, il y a des gens qui traitent les déchets, qui inventent la façon de traiter les déchets de demain. Tout ça dans le cadre d'un cœur de métier qui est effectivement l'environnement. À tout niveau de formation, c'est une question qui revient beaucoup de la part de nos internautes. Formation courte, formation longue, ingénieur, master, on a de tout. Il y a de plus en plus de formations même qui se développent. Vous devez le voir, vous, en plus, dans vos recrutements, puisque vous voyez quelques CV passer. Il y a des choses qui ont évolué comme ça. On est mieux formé maintenant quand on arrive pour travailler dans l'environnement? On a surtout des formations pluridisciplinaires. C'est-à-dire que très souvent, nous, on va recruter quelqu'un, par exemple, qui va être urbaniste et qui aura fait en plus un master en gestion de l'environnement sur le chantier, par exemple. Ou quelqu'un qui aura fait une école de management et puis qui aura fait un master à l'école des métiers de l'environnement. Voyez, c'est-à-dire qu'on va avoir, là j'ai recruté récemment quelqu'un qui avait fait, qui a un double master, qui a un master à la fois urbanisme, ville durable, etc., et qui a un master qui s'appelle biodiversité, environnement et grandes infrastructures. Donc vraiment la préservation de la biodiversité dans le cadre de la construction d'infrastructures linéaires de type route, autoroute, ferroviaire, etc. Donc c'est vrai que de plus en plus on a affaire à des profils pluridisciplinaires et c'est très, très intéressant pour nous de pouvoir... parce que ces gens-là, ils comprendront quand on leur dira il ne faut pas reproduire des silos, il faut travailler en synergie, il faut travailler de manière transversale, etc. Ça sera plus facile pour eux. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi, c'est-à-dire cette dimension, il y a un plus pour les profils curieux, entre guillemets, qui peut se manifester par un double cursus ou tout simplement par une personne réellement curieuse, et par des profils internationaux. Suez est un groupe qui comporte 80 000 salariés à travers le monde. Les problématiques environnementales dont on parle, elles sont évidemment, elles n'ont pas lieu qu'en France. C'est un secteur, pour un métier vraiment international, c'est un des secteurs les plus, j'allais dire, avantageux, parce que je pars du principe que nos internautes, je le vois à travers leurs questions, ont souvent envie d'aller voyager quand ils vont travailler. Ça arrive, en tout cas, on a un impact sur d'autres pays. Vous l'avez dit, vous travaillez en Afrique. Vous aussi, vous avez des implantations là-bas. C'est très fréquent de travailler à l'international dans ce domaine. En tout cas, oui, les enjeux. Et bon, il y a des groupes français qui sont très forts à l'international, il faut en profiter. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays différents, entre autres dans les Antilles néerlandaises. Comme quoi tout arrive. Comme quoi tout arrive, exactement, avec le groupe Suez. Je crois que vous avez créé 2-3 vocations, parce qu'on a beaucoup de questions, en tout cas d'internautes, qui sont dans leur choix
principalement terminale et qui vous posent des questions. On va un petit peu les résumer. Est-ce qu'il faut être forcément bon partout? Est-ce qu'il faut forcément être bon dans les matières scientifiques? Quels sont les profils qu'on va recruter à terme? Oui, c'est une question difficile parce qu'on on a essayé d'expliquer. Si on n'avait que des questions faciles. Non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, on a essayé d'expliquer qu'en fait, l'environnement se cachait partout. Chez le juriste, chez le financier, chez les conducteurs de travaux. Voilà. Donc, vous pouvez. On ne se met pas de limite aujourd'hui, quoi. Non, moi, je ne me mets pas de limite. Voilà. Bon, très modestement, moi, j'ai fait Sciences Po Paris. Je suis spécialiste de l'aménagement du territoire. Et ben, là, j'ai un groupe de 22 personnes avec des profils extrêmement variés. Et c'est la diversité aussi qui nous rend tellement innovants et tellement capables de travailler en harmonie aussi avec la société et de pouvoir percevoir les changements de cette société. Donc, je pense qu'il faut dire à nos internautes de ne pas trop se fixer de jalons dès maintenant. S'ils ont envie de faire du droit, ils peuvent faire du droit de l'environnement. Et ensuite aller dans l'environnement. Voilà, exactement. Si ils ont envie de faire de la finance, ils peuvent être spécialistes de la finance carbone, ils peuvent être spécialistes du financement de projets environnementaux. Voilà, il y a des tas de spécialisations qui peuvent ensuite les ramener vers l'environnement. L'environnement, c'est ouvert, c'est cool. Ouais, non, mais surtout, je pense qu'il faut arriver avec un savoir-faire, avec un métier. Et une envie. Et une envie. Et puis ça rejoint le côté salaire dont on disait tout à l'heure. Ouais. Il y a une ambiance, il y a un côté métier-passion qui peut être très forte. Et je pense que les gens ne donneraient pas la même énergie dans d'autres secteurs. Enfin, je ne veux pas en citer. Exactement. On a déjà parlé de la banque. Je ne parle pas de la banque, mais fabriquer des mitraillettes ou donner à boire à des gens, voilà, on a vite fait pas forcément la même énergie. Il faut être responsable et conscient aussi. Agathe qui nous demande si vous voyez des métiers qui soient à la fois liés à l'environnement et à l'animal. On a parlé de l'humain, c'est vrai. Mais ça, on en avait parlé juste avant de commencer. Oui, il y a une incidence sur la faune et la flore. Alors, il y a une incidence très forte sur la faune et la flore. Aujourd'hui, les infrastructures linéaires principalement sont des balafres dans l'environnement et peuvent fragmenter les habitats. Et donc, dans les pays européens, ce n'est pas le cas malheureusement partout, mais enfin dans les pays européens, les directives européennes qui ont toutes été transposées en droit interne nous obligent, et c'est tout à fait normal, nous obligent à recréer ce qu'on appelle la transparence écologique. La transparence écologique, c'est-à-dire la capacité que vont avoir les animaux à se déplacer malgré la construction d'une infrastructure linéaire qui a pu, en tout cas il y a quelques années, représenter des barrières aux échanges entre les milieux. Donc ça, c'est extrêmement important, sans compter, alors il y a ça, et il y a aussi la renaturation, comme je disais tout à l'heure, d'un certain nombre de milieux qui ont été anthropisés, puisqu'aujourd'hui en France, alors c'est un chiffre qu'on cite souvent, mais qui est malheureusement vrai, c'est que vous avez l'équivalent de la surface du département de la Creuse qui est artificialisée tous les 7 ans. Imaginez. C'est-à-dire qu'on consomme trop de foncier, et ce foncier, on le prend sur des territoires naturels ou sur des territoires agricoles, mais si vous le prenez sur un territoire agricole, lui, il va se répercuter sur le territoire naturel qui n'était pas anthropisé. Et nous sommes dans un petit pays avec une nature qui est malheureusement des milieux naturels qui sont finis. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a cette prise de conscience importante qui est de attention, le foncier est une ressource et on ne peut pas la consommer n'importe comment. C'est un peu moins le cas évidemment. Là, j'étais au Kazakhstan pour une mission. Bon, c'est vrai qu'ils ont que 18 millions d'habitants, c'est 5 fois grand comme la France. Donc vous leur dites. C'est peut-être ça aussi la difficulté de votre ou vos métiers, c'est de faire prendre conscience de tout ça. On l'a dit, on a parlé de l'Afrique qui est en voie de développement sur ses ressources. Comment leur dire aujourd'hui c'est maintenant qu'il faut agir parce que sinon l'impact il est partout. Et puis chez nous aussi, j'imagine que le métier doit être différent, mais il y a le même besoin de conscience finalement. Comment on pratique le discours au quotidien ? Ça, c'est plus un mode de vie ou une manière d'être qui porte certaines convictions qu'on a, qui passe plutôt par je pense, une manière d'être au travail plutôt que par des actions concrètes. Ouais. Après, dans les pays d'Afrique, par exemple, quand il y a un investissement qui est fait par la Banque mondiale, mettons, il y a effectivement, ça accompagne d'un certain nombre d'impositions en matière d'environnement qu'on voit apparaître de plus en plus.
et donc une prise de conscience des populations sur ce type de sujet. Mais encore une fois, l'environnement, c'est très concret. Ouais. C'est-à-dire quand vous voyez, quand vous ne pouvez plus vous baigner dans l'eau parce que l'eau est sale, alors que quand vous étiez petit, vous voyez un certain nombre de gens qui vous disent « mais moi, je me baignais il y a 30 ans là-dedans, maintenant je ne peux plus me baigner, il n'y a plus de poissons ». Ça, c'est concret et c'est pas besoin de faire des leçons pendant des heures. Hein. Et votre boulot, c'est de faire rendre l'eau propre et de faire en sorte que les poissons puissent revenir. Consommables et que les poissons reviennent effectivement. Donc l'incidence sur les animaux, donc on a ça. Si on résume les métiers de l'environnement, pour ceux qui ont envie d'y aller aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quoi et comment y aller? La petite question piège de la fin. Alors, trouver un métier, quelque chose que vous allez apporter, un savoir que vous allez apporter, mais qui n'est pas forcément lié à l'environnement. Et après, soyez curieux et ouverts à l'international. Je pense qu'on a vraiment besoin d'une grande ouverture d'esprit. On l'a bien dit. Pas réfléchir en termes de « je veux travailler dans l'environnement Ouais. ». Il faut dire « je veux faire ça parce que ça me plaît et je l'appliquerai sur ce domaine ». Exactement. C'est ça. Oui. Cool. Ben, j'espère que vous avez créé plein de bonnes vocations aujourd'hui. En tout cas, c'était hyper intéressant de vous entendre tous les deux. Allez, on va tous faire un petit effort dès demain, en tout cas. Dans l'étudiant, ce mois-ci, on parle justement de 50 métiers pour sauver la planète. On en a abordé quelques-uns aujourd'hui ensemble. Ici, vous trouverez d'autres. 50, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, n'hésitez pas à le commander ou aller sur le site pour voir ces métiers. Je vous remercie tous les deux d'avoir été présents. Si on a encore des questions, et il y en a encore beaucoup qui arrivent, on vous retrouve sur JobIRL. Vous êtes tous les deux membres de ce réseau. On peut vous envoyer nos petites questions directement. Vous donnez vos petites réponses assez tranquillement aussi, donc c'est cool. On se retrouve le mois prochain pour parler des métiers de la grande distribution, avec lesquels l'environnement travaille aussi. Tout à fait important. Tout est lié. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite. Merci. Merci.